cette troisième table ronde qui est intitulée Algorithmes et dépendance, addict à l'IA, quels impacts sur la santé mentale. Alors je pense que chacune et chacun dans cette salle a fait l'expérience intime de ce que les réseaux sociaux, le design de ces plateformes d'échange de contenu ont comme effet, comme emprise même sur notre fonctionnement mental. Alors on s'en inquiète pas mal pour les plus jeunes. En tous les cas, le bruit médiatique est souvent consacré aux conséquences pour les enfants et pour les plus jeunes de l'usage de ces outils numériques et en particulier des réseaux sociaux, mais finalement personne n'est épargné. Je pense que les adultes ne sont pas a priori protégés de ce design justement. Enfin, c'est pas des choses naturelles. On va un petit peu en discuter. Personne n'est épargné par cette captation de notre attention et par la prise en otage de nos émotions. Donc je vous propose qu'on entame tout de suite cette réflexion. Je vais vous présenter les 4 personnes qui ont accepté de participer à cette table ronde. Tout d'abord, Laure Boutron-Marmion, vous êtes avocate au bureau de Paris, associée chez Boutron-Marmion, associée, et vous êtes fondatrice du collectif Algos Victima. Vous nous expliquerez en quelques mots, en quoi consiste votre association, ce collectif que vous avez fondé, et pourquoi vous l'avez fondé. À vos côtés, Fridtjof Michaelsen, vous êtes chargé de mission pour le secteur numérique à l'UFC Que Choisir. Ensuite, Jean Massier, vous êtes vulgarisateur politique et streamer sur la chaîne Twitch Jean Massier, et vous présentez notamment le talk show politique Backseat. Vous avez récemment publié un livre intitulé Les jeunes, c'est le présent, aux éditions Payot. Et pour finir, Alice Guillon, vous êtes neurobiologiste et vous êtes directrice de recherche au CNRS. C'est par vous que je vais commencer, Alice. Quel état des lieux peut-on poser à cette heure sur la façon dont l'IA, pour prendre un terme un peu générique, affecte notre santé mentale, et est-ce que vous pouvez tracer des perspectives éventuellement positives et puis les risques qui sont attachés donc à la façon dont l'IA joue avec notre santé mentale. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. D'abord, je voudrais juste préciser que je ne suis pas vraiment une spécialiste du domaine, mais que c'est un domaine qui m'intéresse énormément. J'ai une sœur qui, par contre, est une grande spécialiste du domaine, qui depuis peu travaille chez Google et qui est très impliquée dans l'évolution des outils d'IA. Donc j'ai suivi toute cette évolution incroyable et la place que prennent ces outils, de plus en plus importante dans nos vies, qui nous rendent de plus en plus dépendants de ces outils, puisque maintenant on l'utilise quotidiennement sans même s'en rendre compte, et on aurait même du mal à s'en passer, je pense. Et le fait surtout les jeunes qui n'ont pas connu autre chose, les utilisent de plus en plus, ces outils-là. Ils n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'il y a derrière et de comment ça fonctionne, de comment on ferait sans. Et ça, je pense que c'est vraiment une question importante à avoir présente à l'esprit. En réfléchissant à cette question IA et santé mentale, je me suis dit, comme tout outil, ça a des avantages, des inconvénients. Et j'ai un peu fait le bilan des avantages et des inconvénients de cet outil. Et ça implique qu'avant toute utilisation de cet outil, on devrait essayer de réfléchir en conscience, peut-être avec plusieurs cerveaux, par des approches pluridisciplinaires, pour essayer d'évaluer les bénéfices et les risques potentiels et voir si les bénéfices sont plus importants que les risques, et vraiment peser les avantages et les inconvénients. Donc la première approche que je voudrais aborder, c'est l'utilisation de ces outils pour le soin et la thérapie en santé mentale. Parce que maintenant, on utilise de plus en plus des programmes pour évaluer si un patient a telle pathologie, pour le suivre chez lui parfois, pour lui proposer des services de traitement ou de soins. Donc il y a des avantages. Ça permet une détection souvent plus précoce. Ça permet une amélioration des diagnostics.
en santé mentale. Ça permet, pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à des thérapeutes, un suivi à distance, une accessibilité accrue par des chatbots ou des visioconférences à distance, par exemple, avec des outils de l'IA qui permettent de donner des réponses à des questions. Ça permet la personnalisation des soins, ça réduit les coûts et ça peut aussi permettre d'automatiser des tâches répétitives. Et pour certaines personnes qui auraient peur d'aller consulter un thérapeute, ça permet aussi une stigmatisation réduite de consulter une machine, c'est moins engageant. Et ça permet un suivi relativement continu des personnes. Donc il y a quelques avantages, mais évidemment, l'envers de la médaille, c'est qu'il y a aussi pas mal d'inconvénients. Donc déjà, une machine, ce n'est pas un être humain, et on est quand même des animaux sociaux, donc il y a un manque d'empathie à interagir avec une machine. En plus, les algorithmes qui sont utilisés pour répondre aux questions sont créés à partir de banques de données qui peuvent être biaisées. Par exemple, on peut utiliser des données qui ne viennent que d'une sous-population, par exemple que des hommes ou que des blancs. Et du coup, ça peut introduire vraiment des biais dans les réponses pour une personne qui ne fait pas partie de ces groupes qui consulterait ces IA. Et il y a aussi un problème de fiabilité des diagnostics si le thérapeute fait confiance à l'IA sans savoir ce qu'il y a derrière et ne vérifie pas. Il y a bien sûr des problèmes de confidentialité, de sécurité des données, si tout n'est pas fait dans les règles de la CNIL. Et puis il y a tous les problèmes de dépendance aux technologies, si on ne sait plus faire autrement qu'en utilisant ces outils. Le jour où les outils sont en panne, comment on fait? Il y a les problèmes aussi de techno-anxiété, parce que les jeunes générations sont nées avec ces outils et ils n'ont pas trop de mal à les utiliser. Mais les générations plus anciennes, parfois, n'ont pas d'appétence pour ces outils, voire ça les rend anxieux. Il peut y avoir des technophobies, il peut y avoir des résistances. Et puis, il y a aussi une inégalité d'accès à ces technologies. Il y a des personnes on appelle ça l'électronisme, qui savent pas utiliser un ordinateur et donc qui sont privées de la potentialité d'utiliser ces outils. Et puis, bien sûr, il y a tous les problèmes de l'utilisation abusive des écrans, qui touchent, bien sûr, les personnes qui sont exposées aux problèmes de santé mentale, mais qui touchent, en fait, toute la population, et en particulier les jeunes, comme tu le disais. Et ça, on pourra y revenir peut-être par la suite. Et puis, bien sûr, il y a les coûts écologiques importants de ces outils, dont vous avez parlé ce matin. Tous les dommages environnementaux que ça occasionne. Donc, ça implique que, voilà, avant de se lancer dans l'utilisation de ces outils, c'est important de faire un bilan de tout ça et de voir si ça vaut vraiment la peine d'aller utiliser ces outils-là. Et récemment, il y a un rapport qui a été publié par un collectif qui s'appelle Mental Tech, qui a travaillé justement à une réflexion sur les avantages et inconvénients de ces outils. Et ils ont suggéré de créer une espèce de numérico-vigilance, en référence à la pharmacovigilance qui est utilisée pour les effets secondaires des médicaments, dans l'idée de surveiller les effets secondaires de l'utilisation de ces outils et de se limiter à l'utilisation des outils vraiment pertinents. Donc pour eux, il y a 4 points majeurs. Il y a une utilisation qui soit éthique, c'est-à-dire éviter tous les biais algorithmiques dont j'ai parlé, s'assurer que l'IA a été bien éduquée de façon sérieuse, que les données personnelles sont préservées, responsabiliser les acteurs qui vont utiliser ces outils et bien encadrer ces innovations, c'est-à-dire que dès qu'un nouvel outil est mis sur le marché, expliquer à tous les gens qui vont s'en servir que fait cet outil, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment il fonctionne, à quoi il sert, quels sont ses biais, quelles sont les erreurs potentielles qu'il peut faire, qu'il y ait vraiment une conscience et une vigilance sur l'utilisation des outils. Voilà. Ils ont élaboré 10 points de numérico-vigilance. Si vous voulez, je peux vous les dire si j'ai le temps, ou sinon peut-être tout à l'heure. Pardon, je fais avancer la conversation, mais merci beaucoup. Et il me semble que du coup les 2 points saillants sont ceux de la transparence et de l'éthique dans l'utilisation de ces outils. Ces deux notions qu'on a déjà évoquées évidemment
ce matin, tout en faisant le constat que les plateformes numériques ne faisaient pas nécessairement de ces deux notions leur ligne de conduite, transparence et éthique, et se pose quand même derrière ça la question de la diffusion de ces alertes, de cette vigilance auprès du grand public. Moi, c'est une question qui me préoccupe beaucoup pour aller au-delà des cercles de convaincus. Et c'est pour ça que je voudrais vous donner la parole, Fritjof, en prenant cette question par le biais du droit de la consommation et de la protection des consommateurs. On sait que le principal pattern de ces plateformes numériques qui affectent nos santé mentales, c'est l'économie de l'attention, sur laquelle est fondé le modèle économique de ces plateformes, c'est-à-dire capter notre attention au maximum afin d'absorber et d'aspirer le maximum de nos données personnelles. On sait aussi que la collecte de ces données personnelles nuit à la protection de notre vie privée. Mais alors, comment est-ce qu'on peut alerter le grand public sur le sujet? Est-ce que le droit de la consommation, c'est justement un outil qui permet d'alerter le grand public sur le danger que représente la collecte de nos données personnelles, aussi pour notre santé mentale? Oui, il est effectivement très, très important d'alerter et de sensibiliser le grand public. Déjà, il y a de nombreuses initiatives un peu plus pédagogiques. Il y a par exemple le Safer Internet Day, qui, par hasard, il aura lieu le 11 février, donc un des deux jours du sommet pour l'IA. Et cette année, le gouvernement français a aussi choisi l'IA comme sujet principal de ces campagnes d'information, ce qui est logique. Nous aussi à l'UEC Choisir, par exemple, on a fait une campagne qui s'appelle Je ne suis pas une data l'année dernière, aussi pour sensibiliser le grand public. C'est bien, mais ce type de campagne pédagogique, c'est très difficile de toucher la plupart ou même juste la majorité de la population. Donc, effectivement, le droit de la consommation prévoit aussi de nombreuses obligations pour les professionnels d'informer les consommateurs, d'informer de plein de choses différentes. Je pense l'exemple le plus connu, ce sont les bannières cookies que tout le monde connaît et tout le monde déteste et que personne lit. Il y a aussi des IA qui ont commencé à informer les utilisateurs, de plus en plus des chatbots, ils affichent une petite mention, attention, l'IA peut faire des erreurs, vérifiez bien les informations. Mais il y a un grand problème avec ça, c'est que l'information, ça ne suffit pas. Déjà parce que les risques dont on parle ici sont des risques très subtils, basés sur des biais cognitifs, l'exploitation des biais cognitifs. Et le problème avec ça, c'est que même si on est conscient d'un biais cognitif, on a toujours quand même, ça l'élimine pas. Et par exemple, les consommateurs qui utilisent des compagnons IA, ils savent très bien, ils sont pas bêtes, ils savent très bien qu'ils sont en train de communiquer avec une IA, mais ça ne les empêche pas de développer un lien et peut-être même une dépendance émotionnelle avec cette IA, même s'ils sont bien conscients du fonctionnement technologique derrière. Donc, c'est le premier point pour lequel l'information n'est pas suffisante. Et une autre raison beaucoup plus simple, c'est que ces informations que les professionnels fournissent aux consommateurs sur la base d'obligations dans la loi, dans le droit de la consommation, ces informations, elles sont pas lues. D'ailleurs, on peut peut-être même faire le test. Qui dans la salle a déjà lu une politique de confidentialité dans son intégralité avant d'utiliser un service en ligne? Voilà, vous êtes courageuse. Mais vous savez, vous avez raison, parce qu'en fait, ces informations-là, elles sont pas rédigées pour les consommateurs. Ce sont des
des textes qui sont rédigés par des juristes pour des juristes. Et ça ne sert à rien en vrai de les lire, déjà parce que c'est très difficile à comprendre, et ensuite parce que souvent vous n'avez même pas le choix. Si vous voulez utiliser le service, il faut les accepter. Là, pour les IA, il y a quand même un peu de concurrence sur le marché, sur les chatbots, il y en a plusieurs, mais après les politiques, les conditions générales se ressemblent beaucoup. Donc soit vous renoncez complètement à utiliser ces services, soit vous acceptez les conditions. Voilà, donc l'information elle est insuffisante, et de toute façon la protection des consommateurs elle ne peut pas reposer uniquement sur les consommateurs. C'est une logique qu'on a bien intégrée pour les produits physiques. Quand vous achetez un appareil électronique par exemple, le vendeur il ne peut pas vous dire attention, cet appareil il peut vous exploser dans vos mains, mais voilà, vous savez et maintenant c'est votre responsabilité. Non, ça marche pas. C'est le vendeur qui met un produit sur le marché qui est responsable de sa sécurité. Et c'est pas le cas pour les services. Aussi parce que le préjudice psychologique il est beaucoup moins reconnu dans les lois et aussi dans la jurisprudence. Et ce serait important de vraiment responsabiliser les entreprises qui développent les services d'IA, d'assurer la sécurité de ces services. C'est vraiment un sujet très important qui malheureusement ne sont pas prioritaires. Si vous regardez par exemple tout ce qui se passe à Paris cette semaine autour du sommet pour l'IA, il y a énormément d'événements sur l'impact environnemental de l'IA, qui est bien sûr un sujet important, mais il y a beaucoup moins, très peu d'événements sur l'impact des IA sur ses utilisateurs. Et du coup, je vous remercie aussi, monsieur le député et votre équipe, d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de cet événement, parce que c'est vraiment un aspect très important dans le débat. Merci beaucoup. Et effectivement, le fait d'être conscient, d'être soumis à un biais cognitif ne permet pas de s'en préserver. Vous pointez avec raison la responsabilité. Ça fait une très bonne transition avec la question que je voulais poser à Maître Boutron-Mormion. Même si je tiens quand même à préciser que j'ai à moitié menti quand j'ai levé la main. En fait, j'ai vraiment lu les conditions de la politique de confidentialité d'Instagram, mais après avoir déjà installé l'appli, et c'était pour traduire cette politique de confidentialité à l'intention d'un groupe de jeunes avec qui je travaillais dans le cadre d'ateliers d'éducation aux médias, pour justement leur permettre de comprendre quelle était cette politique de confidentialité. Et c'était une expérience intéressante parce que même s'ils étaient offusqués d'avoir eux-mêmes accepté que Instagram se serve autant de leur vie privée, ils n'étaient pas prêts à revenir en arrière pour autant. Enfin, je pense que ça illustre pas mal ce que vous disiez. Mais sur la responsabilité des entreprises, justement, Laure Boutron-Marmion, vous êtes l'avocate qui a déposé pour la première fois en France une plainte contre TikTok pour provocation au suicide et propagande des moyens de se donner la mort. Vous allez nous expliquer exactement de quoi il s'agit en termes de qualification juridique. Alors, vous représentez 7 familles qui, justement, veulent voir reconnaître la responsabilité de TikTok dans la dégradation de l'état de santé de leurs enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette démarche a vu le jour, et puis, plus largement, plus tard, comment est-ce qu'on peut engager juridiquement la responsabilité des entreprises, de ces entreprises? Oui, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, monsieur le député. Je suis toujours ravie de pouvoir prendre la parole sur ces sujets-là, puisqu'à mon sens, le point de départ, c'est évidemment l'éveil des consciences, et qu'aujourd'hui, on n'en est vraiment qu'au début. C'est-à-dire qu'on commence la réflexion sur le lien intelligence artificielle, difficultés écologiques, le lien intelligence artificielle, données personnelles, mais le lien intelligence artificielle, santé, impact sur la santé des utilisateurs, là on est vraiment qu'au début.
Aussi parce que aujourd'hui c'est quelque chose de très obscur pour beaucoup de gens. Et moi je me souviens que quand j'ai commencé à prendre la parole, au moment de mon premier dépôt de plainte contre TikTok, donc il y a 2 ans, mes premières interventions médias, j'avais des journalistes pourtant plutôt quand même spécialisés tech, qui me posaient des questions sur la dynamique algorithmique, où je me disais mais c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que même eux avaient peu conscience de comment ça se passait. Bon, voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Alors j'ai déjà beaucoup de choses que je voudrais dire par rapport aux interventions, mais je vais essayer d'être concise, et demander à un avocat de faire rapide, c'est compliqué, mais on va le faire. Donc, moi, pour les petites présentations, je suis donc avocate au barreau de Paris depuis 15 ans maintenant, et je consacre une grande partie de mon exercice à la défense des mineurs, raison pour laquelle, depuis des années, je défends les adolescents devant le tribunal pour enfants, pour des passages à l'acte correctionnels ou criminels d'ailleurs, où du coup j'avais déjà cheminé sur l'influence des algorithmes, mais en tout cas de manière générale l'influence de l'utilisation des outils numériques dans la véritable réalité, comment finalement un jeune qui n'a pas nécessairement de prédisposition à la prédation en vient à comparaître pour viol de sa petite amie parce qu'il est biberonné aux vidéos pornographiques, comment un jeune, ma foi, qui n'a pas forcément de cercle familial complexe, en vient à comparaître pour complicité de cambriolage, tout ça, parce qu'en fait il a eu une utilisation de son Snapchat, etc., tout à fait border, et qu'on a pu, comme ça, il a pu rentrer dans une bande et commettre des vols. Bref, donc le lien, je l'avais depuis pas mal de temps. Et il se trouve que une de mes batailles qui me tient à cœur, c'est le harcèlement scolaire. Et il y a 3 ans, la famille de Marie vient me voir. Marie se suicide à la rentrée de son lycée. Elle est rentrée en seconde, après 2 ans et demi de harcèlement scolaire sordidissime. Et donc les parents viennent me voir parce qu'ils ont les pires difficultés pour mener l'enquête, et que l'enquête en tout cas suive bien son cours en ce qui concerne le harcèlement scolaire. Et comme toujours dans ce genre d'affaires, moi-même, donc au cabinet, je fais aussi moi-même mon enquête pour donner envie au procureur aussi d'y aller. Donc voilà, on fait nous-mêmes notre propre enquête de voisinage, on étudie un peu tout ça, et donc j'étudie également son utilisation des réseaux. Et là, on se rend compte avec ses parents, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que les parents sont les derniers au courant de l'utilisation de ce que font leurs adolescents des plateformes de réseaux sociaux. On se rend compte qu'en fait, elle était d'abord addicte à TikTok. Ça, c'était une certitude, et ça, les parents encore le subodoraient. Mais par contre, elle était matraquée de vidéos tout aussi morbides les unes que les autres. Alors ça allait de la chanson qui fait l'apologie du suicide, vous savez, le lip-singing, parce qu'en fait TikTok, l'historique de TikTok, c'est Musical.ly à la base, et qui était une application où l'idée c'était ça, on faisait du lip-singing sur les plateformes. Donc voilà, donc apologie au suicide. C'est-à-dire du playback. Voilà, du playback. Dans les mots. Et là, c'était donc du playback. Excusez-moi. Et à force d'être côtoyé des jeunes, je ne fais plus mes traductions. Et donc, là, c'était donc finalement du playback, mais appliqué à du contenu mortifère, des plaidoyers au suicide, des tutos. Alors, d'ailleurs, là, actuellement, il y a quelques articles de presse sur le fameux Doliprane Challenge, comment à telle dose il faut prendre les Doliprane, à quelle dose ça peut être létal, etc., etc. Et en fait, donc, on chemine avec les parents, et les parents me disent, mais maître, c'est possible en fait qu'une plateforme puisse faire circuler ce genre de vidéos, mais est-ce que c'est possible? Je dis non. Je dis normalement dans leur charte ils garantissent un environnement sain, sécurisé, donc non, normalement ces vidéos ne doivent pas circuler. Et en fait, ce qui nous avait interpellé, c'est qu'elle-même avait diffusé une vidéo vers la toute fin, avant qu'elle mette fin à ses jours, où elle disait vraiment que là elle n'en pouvait plus, qu'elle allait se suicider, et la vidéo n'est pas censurée. C'est le point de départ qu'on a eu. Je me suis dit, alors là, si ça passe entre les mailles de l'outil, il y a quand même vraiment un problème. Mais j'étais encore,
alors que j'étais quand même, on peut dire, très consciente des choses, j'avais un peu cette idée de me dire, elle est peut-être l'exception, finalement, qui confirme la règle, parce que ma foi, un outil, bon, il ne peut pas toujours y avoir 100% de garantie sur les choses. J'avance quand même, parce qu'évidemment, les parents sont vent debout, ils veulent évidemment qu'on fasse quelque chose contre la plateforme, je leur dis, il n'y a pas de problème, on va y réfléchir, mais bon, on ne s'attaque pas contre TikTok comme ça en 3 secondes 10, donc j'avais évidemment des questions juridiques à débattre et à voir, et bref, nous déposons plainte, donc c'était en septembre 2023, et là, raz-de-marée. Alors d'abord, j'ai cru que le standard de mon cabinet allait exploser tellement j'avais d'appels de tous les journalistes européens à l'international. Enfin, je sentais qu'il y avait une vraie attente, en tout cas des gens sur ce sujet-là, c'est-à-dire le mal-être des adolescents accentué par une plateforme de réseaux sociaux. Voilà. Mais avec en même temps un flot d'inconnus et un flot de questions vraiment qui allaient sur tous les thèmes. Et donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que à partir de là, les langues se sont déliées et très régulièrement, presque une fois par jour, j'avais des parents qui m'écrivaient ou m'appelaient en disant « Maître, je vis la même chose dans mon foyer » ou qui écrivaient aux parents de Marie « Ma fille est partie, voilà ce que j'ai trouvé sur son TikTok ». Ma fille en est à sa 5e tentative de suicide et elle m'a dit qu'elle avait vu telle vidéo sur TikTok, etc., etc. Et là, en fait, je me rends compte, si vous voulez, que l'engouement collectif est tel que c'est pour ça que j'ai créé, en fait, ce collectif Algos Victima, avec une adresse mail dédiée, etc., parce qu'à un moment, j'avais tellement d'attentes de la part des parents qui sont démunis, qui ne savent pas quoi faire, et en plus, pour le coup, juridiquement, on y reviendra peut-être, mais c'est pour l'instant un petit peu les boîtes noires, si vous voulez, hein, les plateformes aujourd'hui, enfin ce que j'appellerais les Big Five, mais c'est-à-dire Discord, TikTok, Meta, X. C'est après, est-ce qu'on peut mettre aussi, on peut quand même mettre Google dedans, même s'ils ont fait des efforts, mais en tout cas, ils se mettent dans une espèce de maillage qui est ce qu'on appelle l'hébergement de contenu, et qui fait que, comme ils ne font que faire circuler du contenu, ils estiment qu'ils peuvent se laver les mains du contenu qui circule. Et ce n'est que l'éditeur du contenu, si vous voulez, qui peut avoir une responsabilité juridique, civile et pénale. Voilà. Et quand je vous dis ça, c'est pareil aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire qu'on a les pendants, hein, que ce soit de toute façon aux États-Unis ou en Europe globalement. Mais donc tout ça pour vous dire que moi, au bout de la chaîne, si je puis dire, les parents, alors démunis, donc évidemment, je vous laisse imaginer un adolescent en pleine addiction, décrochage scolaire très très souvent. Alors parfois aussi, bien sûr, le deuil à faire, un deuil absolument sournois et abyssal et voire impossible à faire. Énormément de questions juridiques. Une problématique médicale, voilà, j'en passe. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce collectif qui, aujourd'hui, commence à se transformer parce que à force, même dans mes parents, j'ai des parents très motivés qui commencent à aider les nouveaux parents qui arrivent, etc. Donc c'est quelque chose qui se nourrit, voilà, et on est tous un peu à référencer quel psychologue sur quel endroit du territoire peut aider sur ces questions-là, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pour ça qu'en fait, j'ai avancé après dans ma réflexion et que, au-delà de l'affaire de Marie, donc pour lesquelles j'ai avancé judiciairement, j'ai également constitué cette action de ces 7 familles contre TikTok, donc pour lesquelles donc j'ai déposé une action en justice en novembre de l'année dernière. Pour pouvoir reconnaître la responsabilité de TikTok dans la dégradation de l'état de santé de ces 7 jeunes filles, de ces 7 familles, dont 2 se sont suicidées, ne sont plus là, et les autres ont fait entre 1 et 5 tentatives de suicide, et dont une est partie dans des troubles anorexiques très graves. Elle a quand même perdu la moitié de son poids en 1 mois à peine. Hein. Donc on est à un stade extraordinairement critique de l'état de santé de nos jeunes. Pourquoi, à mon sens? Parce que, évidemment, on n'a pas accompagné ce développement de nos outils, hein. C'est-à-dire que cette nouvelle génération s'est pris de plein fouet, si vous voulez,
toute cette utilisation des outils comme ça, où nous-mêmes majeurs, bah voilà, on l'a pris comme ça, sauf que nous, c'est arrivé à un moment de notre vie où même physiquement, ou en tout cas cliniquement, on pouvait un petit peu plus le gérer. Mais on sent bien qu'on a tous quand même une problématique d'addiction à ces outils numériques et de dépendance, comme on vient de le dire de l'autre côté de la table. La problématique aujourd'hui chez les mineurs, c'est qu'il faut savoir que, sans que je sois scientifique, mais ce que me disent les scientifiques avec qui je parle, c'est que comme la plasticité du cerveau est énorme, évidemment que eh bien, la dynamique algorithmique, elle est fois 200%, fois 300% chez un jeune. Si vous voulez, le fonctionnement de l'algorithme, c'est vous nourrir de ce qui vous intéresse, évidemment, mais du coup, quand on est un adolescent en état de mal-être, bah, on va vous nourrir, mais on va vous nourrir dans la perversité, en fait. Et alors, le pire que ça, aujourd'hui, les entreprises de réseaux sociaux, c'est deux choses. C'est ils analysent ce que vous regardez, mais ils analysent à la seconde. Hein, je vous parle de ça, ils analysent ça en 3-4 secondes. Donc, il suffit que vous soyez resté 2 ou 3 secondes sur une vidéo de quelqu'un qui parle de scarification, et là, ça y est, vous allez être inondé toute la journée de vidéos sur la scarification et sur les cicatrices. Sauf que vous avez 14 ans et que vous n'êtes pas apte à prendre du recul sur ce que vous voyez. Vous vous dites, ah bah c'est ok, tout le monde le fait. Tout le monde se scarifie. Bon, bah, j'y vais aussi, vous voyez. Mais ce que j'ai vu, alors tout ça, ce sont des constatations de terrain, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous avons beaucoup de difficultés à avoir des études véritablement solides sur ces sujets-là. On a des études techniques, mais malheureusement qui ne sont pas faites par des Français. Aujourd'hui, c'est pas qu'on peut pas les utiliser, mais ce serait bien que la France s'y mette aussi. Moi, j'ai des études australiennes qui sont intéressantes, américaines, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore d'études faites par nos techniciens français. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, l'algorithme, au-delà en plus de vous nourrir de ce qui est votre centre d'intérêt, il vous nourrit également de ce que regardent les autres jeunes. Et en fait, on est à un état tout à fait absurde où si vous, dans la salle, vous créez un compte TikTok, ou moi, on va pas avoir le même TikTok que la jeune fille ou le jeune garçon qui crée son compte TikTok à 13 ou 14 ans. Vous voyez, parce qu'en fait, celui qui a 13 ou 14 ans, alors évidemment, on va le nourrir de ce qu'il veut regarder, mais on va aussi recevoir l'information, ah, tu es un jeune garçon de 13 ans, donc moi, ça c'est vidéo d'ultra-violence ou, bref, sujet, alors eux, ils ont effectivement aussi une autre problématique, c'est la problématique pornographique, mais bon, peu importe, de toute façon, je pourrais pas parler de tout aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'algorithme, vous voyez, vous impose aussi un contenu qu'il croit être celui de votre âge. Donc en fait, moi, les témoignages que j'ai de mes jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important de se dire quand on parle de l'intelligence artificielle, la santé mentale, c'est que, comment vous dire, la dynamique d'une plateforme de réseau social, c'est une dynamique normalement ludique. Donc machine à like, la communauté, vous voyez, l'échange, on se suit entre nous, etc. Et vous vous imaginez cette dynamique-là, vous voyez, mais appliquée à des contenus justement sur le suicide, des tutos sur comment se donner la mort, etc. Et ben là, c'est ce que me disent les jeunes. En fait, c'est fou comme système, parce qu'ils vont liker, mettons, quelqu'un qui est mal, ou qui se prend en vidéo en train de pleurer en disant « j'ai envie d'en finir, j'en peux plus ». Ils vont liker la vidéo, mais ils vont liker un peu en se disant bah, « je le soutiens en likant ». Mais lui, quand il reçoit le like, il se dit « ah, je suis validé en fait dans mon suicide », vous voyez. Et moi, c'est ça que j'ai eu. Charlize, c'est ça. Marie, c'est ça. Elles sont parties comme ça. Elles sont parties, et c'est pour ça que je parlerai tant qu'on me donnera le micro, toujours et tout le temps, parce que je peux pas vivre dans un monde où je me dis qu'on a des adolescents qui, par des outils que nous avons créés, se sont retrouvés, on va dire, pris au piège dans leur mal-être, un mal-être qui était là, hein, pour d'autres raisons. Voilà. Bon, après, on connaît aussi le spleen adolescent, et en se disant, ah ben, ça y est, j'ai une communauté qui m'a compris, et donc ce soir, je vais me pendre dans ma chambre, parce que c'est ça aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai des parents qui m'appellent, et là, j'ai de plus en plus bas. Des parents qui m'ont appelé là il y a un mois, leur petite avait 12 ans. Hein, donc, et là, elle s'est suicidée il y a 2-3 mois. À 12 ans, on décide d'en finir
de se pendre dans sa chambre à une armoire, voilà, parce qu'on a vu le tuto évidemment qui nous a montré comment faire le nœud et se mettre sur la chaîne. Donc c'est, si vous voulez, les plateformes de réseaux sociaux deviennent des boîtes à outils. Pourquoi ? Parce que du coup on a eu t'inquiète pas, demain tu vas y arriver, cœur, like, je suis avec toi. Vous voyez, on marche sur la tête en fait. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'ambition du droit, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, et notre action judiciaire, c'est comme ça qu'elle est voulue aussi par les familles, c'est de se dire, il faut effectivement casser ce plafond de verre et véritablement mettre sur la table ce lien de causalité entre le développement commercial d'entreprises, voilà, qui développent un outil, très bien, mais qui aujourd'hui nuit à la santé de certains, eh bien, ils doivent en rendre des comptes. Donc moi, j'ai utilisé les fondements de la responsabilité civile que nous avons en France, et voilà, et on verra évidemment ce que les juges en diront. Mais donc, ça ne veut pas dire que c'est une mission impossible. Mais aujourd'hui, ce qui est très compliqué, par contre, c'est de briser le plafond de verre des consciences. C'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de gens aujourd'hui à qui je dois faire effectivement cette pédagogie de dire, bah non, aujourd'hui, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il y a l'addiction, mais donc c'est l'addiction tournée vers du coup le danger de mort. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir été trop long. Désolée. Non, vous ne vous en faites pas. En tous les cas, vous étiez très précise avec des exemples qui font froid dans le dos. Jean, je vais vous donner la parole. Laure vient de nous exposer ses impacts sur la santé mentale. Est-ce que ces outils numériques et puis leur façon de fonctionner ont également un impact sur la santé sociale ou sur les relations sociales que les jeunes ou les moins jeunes aussi entretiennent? Est-ce que ça abîme nos relations sociales? Déjà, c'est assez difficile à dire parce que tous les phénomènes dont on parle sont extrêmement récents. L'intelligence artificielle, concrètement, ce n'est accessible au grand public que depuis 2 ans. Avant, il y avait les algorithmes dont on a beaucoup parlé. Encore avant, il y avait d'autres choses. Donc, tout ça va à une vitesse phénoménale. C'est encore difficile de mesurer l'impact que ça a. Ce que je constate, c'est que Internet est dans le quotidien des jeunes, qui l'utilisent pour s'informer, qui l'utilisent pour se divertir, qui l'utilisent pour discuter, qui l'utilisent pour jouer, qui l'utilisent pour des choses extrêmement différentes les unes que les autres. Et il émerge de tous ces usages qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité. Internet, c'est tout à la fois une culture web absolument formidable d'échanges, de dialogue, d'expériences de démocratie et de politisation, tout en étant aussi un terreau fertile pour le harcèlement, pour les fake news, pour tout un tas de défis qui nous concernent. Mais il y a quelque chose d'assez, je pense, nécessaire dans le débat public, c'est d'avoir une vision assez objective de la pluralité de ce qu'offre Internet pour les personnes et des impacts que ça peut avoir, parce qu'il peut y avoir des impacts absolument formidables sur Internet. Un nombre incalculable de militants écologistes ont commencé par Internet, se sont politisés sur Internet, ont entendu parler de l'écologie pour la première fois sur Internet, ont rencontré d'autres écolos sur Internet. Donc Internet, c'est aussi ça, et c'est pour ça que je parle de culture web. C'est aussi parce que j'en suis un artisan, je travaille sur Internet, j'habite sur Internet, je vis sur Internet, je suis un de ces travailleurs et un créateur de contenu. J'ai la chance d'être sur une plateforme qui n'est pas algorithmée, qui s'appelle Twitch. Il n'y a pas d'algo, à la différence de YouTube, de Facebook, Meta, donc YouTube c'est Google, je vous le rappelle, et Twitch, pour être très honnête, c'est Amazon. Et donc voilà, donc ça nous impose d'avoir ce regard-là, d'avoir cette diversité de points de vue, et d'aussi se rappeler que on n'habite pas n'importe où à la surface de cette planète, on habite en Europe. Et quand on habite en Europe, on est dans un espace de pensée qui apprécie la régulation. En Europe, c'est pas un gros mot, la régulation. Tant mieux. On est sur le meilleur continent de cette planète, je trouve. Par opposition à un modèle qui est celui de la Silicon Valley, qui détestent la régulation. Regardez Musk, regardez tous ces géants de la tech là qui se sont tous ralliés à Donald Trump et à son libertarianisme. Ces gens-là détestent l'Union européenne parce qu'ils détestent le RGPD, parce qu'ils détestent le DSA-DMA, parce qu'ils détestent la prétention qu'on a nous les Européens à réguler leurs activités. Et TikTok, je vous rappelle que c'est chinois, ça appartient à Tencent. Voilà, donc c'est complètement chinois et c'est un modèle encore différent. On pourrait rediscuter de la manière qu'a la Chine de penser Internet. Nous, en Europe, on doit penser la régulation et on doit être le continent qui définit les standards mondiaux de qualité des échanges sur Internet, de protection des enfants.
de protection de l'environnement, de protection des usagers d'Internet. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il va falloir qu'on se batte et qu'on soit unis, parce que pourquoi est-ce que Mark Zuckerberg a rejoint Donald Trump? Pourquoi il a fait un virage à 180 degrés, Mark Zuckerberg, il y a 2 semaines? Non pas parce qu'il est devenu Trumpiste du jour au lendemain, c'est juste que Mark Zuckerberg, il a une bataille à mener contre l'Union européenne. Il a besoin du nouveau président des États-Unis. Il a besoin d'être copain du nouveau président des États-Unis. Donc, il est devenu Trumpiste. Parce qu'il a besoin de mener une bataille contre l'Union européenne. Et ça, il va falloir qu'on soit forts, nous les Européens, pour continuer à imposer un standard différent, un Internet qui soit safe, un Internet qui soit ouvert, un Internet qui soit qui mette en avant toutes ses qualités, qui freine au maximum tous ses défauts, mais qui progresse dans cette direction. Et tout en étant un grand régulateur moi-même, je mets aussi quand même le haut là sur une tentation qui peut exister de surréguler et de créer des monstres qui viendraient faire mal à la démocratie. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 2 ans quand le Parlement européen et la Commission européenne ont commencé un dialogue sur une nouvelle régulation qui avait pour ambition de limiter l'impact des États étrangers dans les processus électoraux. Très bonne idée. On parle évidemment de la Russie, tout le monde l'a bien compris. Bon, très bien. Et ben, dans les premiers documents du trilogue qui s'est mis en place avec le Conseil, j'ai eu l'horreur de découvrir que l'idée c'était, on va demander aux plateformes numériques de ne plus mettre en avant de contenu politique pendant les campagnes électorales. C'est la fin de l'écologie, hein. C'est la fin du militantisme écologiste. Camille Etienne sur YouTube, c'est terminé. Ça influe la campagne électorale et sa neutralité. Et donc ça, c'est vraiment l'enfer pavé de bonnes intentions. C'est vraiment le truc qu'il faut essayer d'éviter de faire, d'autant que derrière cette belle idée qui supprime donc tout contenu à caractère politique, je sais même pas ce que ça veut dire, il y avait l'idée de sous-traiter ça aux géants du numérique. Bah oui, c'est leur demander à eux. C'est qu'en fait, c'est à eux de justement réguler leurs algorithmes de recommandations sur YouTube, sur Twitch, etc. Et autant vous dire que je n'ai aucune confiance en Google, Meta et Amazon pour réguler correctement les contenus politiques sur Internet. Absolument pas confiance. Donc, on a un challenge en Europe, c'est, encore une fois, cette régulation, cette idée régulatrice qui a du sens pour lutter contre un monde qui part en couille dans tous les domaines, tout en préservant la liberté et la démocratie, parce que c'est précieux à un point stratosphérique. Donc faisons extrêmement attention aux prochaines régulations qu'on mettra en place. Mais mettons-en en place quand même. Ça marche. Je pense, en termes de régulation, enfin, ce que vous avez commencé à développer, Alice Guillon, cette notion j'ai pharmacovigilance en tête du coup. Numéricovigilance, pardon. Est-ce que c'est un type de régulation possible? Comment ça pourrait être concrètement mis en œuvre? Qui seraient les instances de régulation justement? Moi, j'aimerais bien revenir, avant d'aborder les solutions qu'on pourrait apporter, au risque que présente l'utilisation de tout outil numérique chez les enfants et les adolescents, parce que là vous avez donné un exemple un peu extrême, mais il y a beaucoup d'autres risques en amont de ça, chez les petits-enfants, les bébés en particulier, qui ne peuvent pas comprendre ce qu'il y a sur les écrans, et qui sont en même temps fascinés par le contenu des écrans. Et donc tant qu'ils regardent les écrans, ils n'interagissent plus avec leur environnement, et c'est très appauvrissant. Et à l'heure actuelle, même si c'est encore difficile, c'est comme vous le dites, c'est assez récent, et il y a beaucoup de biais pour les études, et ça dépend beaucoup des stades de développement, en fonction des périodes critiques du développement de l'enfant et des stades de neurodéveloppement. Mais malgré tout, il y a maintenant énormément d'études qui montrent que l'utilisation abusive des écrans peut induire des retards de développement, des retards d'acquisition du langage, des troubles du sommeil qui nuisent à l'apprentissage, des difficultés d'apprentissage, des retards moteurs, des troubles des interactions sociales, et des troubles de comportement, avec des comportements d'agitation, de colère, de frustration, d'impulsivité, et souvent chez les adolescents, une absence de limite également, et jusqu'à des comportements de scarification suicidaires dont vous avez parlé, dans les cas les plus extrêmes. Et en plus de ça, il y a tous les problèmes qui sont non négligeables liés à la sédentarité. Autant qu'on passe devant ces écrans, puisqu'on est accaparé et qu'on est complètement addict et on ne bouge plus de la chaise, et du coup, on a des adolescents ou même des adultes obèses, diabétiques, qui ne font plus d'exercice physique parce qu'ils sont tout le temps
devant leurs écrans. Et donc ça, c'est vraiment des problèmes de santé publique essentiels. Je vais vous donner quelques exemples là, en fonction des stades de développement. On sait maintenant, de façon claire, il y a des études, si ça vous intéresse certains, j'ai les références, je pourrais vous les donner. On sait que la surexposition aux écrans modifie le développement cérébral à la fois au niveau structurel et fonctionnel. On sait que le cerveau du bébé n'est pas apte du tout à traiter les informations sur les écrans et que l'exposition aux écrans, surtout le matin et surtout s'il n'y a pas d'adulte autour qui est là pour expliquer, peut générer des troubles d'acquisition du langage. On sait que le contexte est primordial quand il n'y a pas d'accompagnement par les adultes pour discuter de ce qui est vu. Ça expose aux fake news, à des contenus inappropriés comme vous en avez parlé, aux biais cognitifs dont vous avez parlé. Il y a un problème que l'enfant n'a pas encore l'esprit critique et même certains adultes pour pouvoir se décrocher d'une information qui ne serait pas pertinente ou considérer qu'elle n'est pas pertinente ou qu'elle n'est pas juste. Bien sûr, il y a des programmes éducatifs adaptés, mais c'est aussi le devoir des éducateurs de vraiment veiller à ce que le programme soit approprié à l'âge de l'enfant, que le contenu soit OK. Il y a également des effets néfastes de ce qu'on appelle la technoférence, c'est-à-dire les parents qui sont tous devant leur téléphone ou leurs écrans, et pendant ce temps-là, les enfants tirent la manche de papa-maman ou de l'adulte parce que l'enfant a besoin d'interaction sociale. Lui, ce qui est important pour l'enfant, c'est de voir le visage de ses parents, de voir leur sourire ou leurs yeux ou leur mimique, parce qu'il apprend par les émotions de ses parents à lui-même exprimer ses émotions et les vivre. Et donc cette technoférence, c'est extrêmement anxiogène pour les enfants. J'en profite, là, je vous interromps, pardonnez-moi, mais ce que vous développez, c'est un discours qu'on peut entendre par ailleurs, qui a même été formalisé dans des formules 3-6-9, pas d'écran avant 3 ans, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais pas de jeux vidéo avant 6, etc. Après, ça fait peut-être une petite dizaine d'années que ces messages passent par le biais notamment de la communication santé publique, etc. Ma question, c'est comment est-ce qu'on parvient à porter ces discours avec un impact, tout en n'entrant pas, pardon, c'est pas facile à dire, dans la culpabilisation des parents. Enfin, je pense que beaucoup de gens ici dans cette salle ont des enfants, ont élevé des enfants ou sont en train d'en élever. Moi, c'est mon cas. C'est pas toujours simple de justement de gérer cette relation, notre relation aux écrans, comme vous le disiez très bien, avec ce que ça implique en technoférence, leur relation aux écrans, la relation de leurs copains avec leurs écrans. Enfin, tout ça il peut apparaître. Enfin, ces messages peuvent parfois apparaître comme très culpabilisants vis-à-vis des parents. Alors comment est-ce qu'on dépasse ça? Peut-être que plutôt que d'interdire, on peut proposer autre chose, une alternative. Par exemple, allons faire du sport, allons faire une promenade en forêt, allons ensemble regarder un film intéressant qu'on va discuter ensuite, allons lire un livre, allons nous promener, allons discuter, jouer à un jeu de société. Voilà, donc je pense que si on encourage les jeunes à faire du sport, des activités en nature, on va quand même avoir une influence importante. Si on apprend aux jeunes à méditer très tôt, on leur apprend aussi à développer une espèce de résistance, à se laisser entraîner par des addictions et par des propensions à juste être fascinés par l'écran. Donc ça, c'est maintenant, il y a plusieurs études là-dessus qui montrent que la méditation permet de renforcer le contrôle du cortex préfrontal sur toutes les zones des systèmes de récompense qui sont très fortement activés par l'utilisation des écrans. Et donc, ça permet aux praticiens de méditation ou d'auto-hypnose d'avoir une plus grande force pour pouvoir résister en fait à ces tentations très fortes de se laisser aller à regarder les écrans jusqu'à pas d'heure. Mais ça implique quand même d'avoir un certain capital, je ne sais pas si on peut le qualifier de culturel, mais un certain capital de résistance, et puis une possibilité et matérielle et intellectuelle à proposer d'autres choses, sans compter
les conditions de travail de certains parents. Enfin, C'est pour ça que ce serait idéal que ça rentre très tôt à l'école, dans le système éducatif. Moi, par exemple, j'ai animé des ateliers de philosophie avec l'association Sève, où on commençait par une courte méditation, on appelle ça pratique de l'attention. Et ensuite, justement, voilà. Et ensuite, on laissait la parole aux enfants, aux élèves, pour justement commencer à leur aiguiser leur esprit critique et leur apprendre à penser par eux-mêmes et à avoir ils ont déjà cette aptitude. C'est ensuite le système éducatif français a tendance à les castrer et à leur dire mais non, ne pose pas cette question, c'est pas la bonne question à poser, apprends par cœur et restitue ce qu'on t'a appris. Mais si on changeait un petit peu cette façon de fonctionner et que très tôt on éduquait les enfants j'aime pas d'ailleurs ce terme éduquer, mais on leur donnait le terreau fertile pour développer leur esprit critique et développer une appétence pour autre chose, pour des relations sociales, pour la gestion de leurs émotions, pour prendre plaisir à des choses simples, à être en nature. Je pense qu'il y aurait moins d'entraînement à cette facilité de se mettre devant un écran et de ne plus en bouger. Moi, je parle en connaissance de cause parce que j'avais pas la télé quand j'étais petite et j'ai découvert les écrans très tard. Et pour moi, ça n'a pas tant d'appétence que ça. Je préfère aller me promener en forêt que de passer une journée entière devant mon écran, même si avec mon travail, ça m'arrive de le faire. Mais et même si j'utilise les outils de l'IA comme tout le monde avec abondance. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'une façon de ne pas culpabiliser, ce serait de proposer des alternatives. Merci. Je veux bien juste vous terminez, après je vous donnerai la parole. Juste pour dire que bon, je me suis arrêtée un peu à l'enfance, mais à l'adolescence, bien sûr, il y a une susceptibilité très forte vis-à-vis des addictions. Donc on a parlé jeux vidéo, réseaux sociaux, qui présentent un risque fort pour la santé mentale parce qu'ils élicitent un sentiment de solitude. Il y a cette histoire de biais cognitifs, il y a les risques de dépression et d'anxiété qui sont accrus et comportements suicidaires. Et également une surcharge cognitive, parce que les adolescents sont toujours sur leur téléphone, ils reçoivent des notifications continuellement, ils sont continuellement surstimulés, et le cerveau il a besoin de se reposer. En plus, l'utilisation des écrans avant d'aller se coucher retarde le sommeil, la lumière bleue, si bien que le manque de sommeil se rajoute à tout ça. Et ça nuit à l'apprentissage, ça crée aussi des troubles dépressifs, anxieux. Et puis, on a parlé tout à l'heure des problèmes de poids également. Et donc, pour moi, une des solutions, ce serait vraiment un retour à des choses simples, des interactions sociales et des promenades en nature dont il a été montré que ça favorise une diminution de l'anxiété, du stress et de la dépression. Merci. Vous vouliez dire quelque chose, Maître, sur le rôle des parents? Oui, voilà, parce que évidemment c'est un sujet qui me tient à cœur, vous l'aurez compris. Je suis en plus par ailleurs maman de 3 enfants et mon aîné est en plein dedans, donc je connais tout à fait. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que justement, c'est là aussi tout, à mon sens, le défi des 10 prochaines années à mettre sur la table justement de la responsabilité juridique ces plateformes, parce que justement tous les parents qui sont dans cette tourmente sont évidemment responsables, mais à leur échelle. Et si vous voulez, nous, souvent, quand on a envie d'un petit peu comment est-ce qu'on peut dire, à l'emporte-pièce, faire un espèce de jugement sur ce qui s'est passé dans l'histoire de toutes ces familles où on a donc des adolescents qui sont aujourd'hui dans un état dépressif sévère ou alors qui se sont suicidés. L'idée serait de se dire que c'est des parents qui n'ont absolument pas géré l'utilisation des outils ou qui n'ont absolument pas regardé à contrôler les temps d'écran, etc. Pas du tout, en fait. La totalité des parents, là déjà par exemple, qui portent le recours, dont 2 sont plus là aujourd'hui, 2 adolescents, ce sont des parents qui avaient un contrôle parental, dont d'ailleurs même les enfants ont eu un portable plutôt très tard par rapport aux chiffres.
plutôt en arrivée de 3e, vous voyez, on va à l'âge de 14 ans, ce qui est aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE sont effarants, enfin, faut même pas les regarder, en fait, sinon on dort pas de la nuit, puisque aujourd'hui, l'âge du premier smartphone, maintenant, a encore baissé, je crois que c'est 8 ou 9 ans. C'est 9 ans. Ouais, c'est ça, 9 ans, donc c'est hallucinant. Le smartphone, hein. Donc smartphone, hein, on parle même pas du téléphone à 9 touches. Donc ça, c'est un point important aussi à avoir en tête, c'est que il faudrait s'enlever de l'idée que finalement, ces adolescents qui aujourd'hui sont dans la tourmente sont des adolescents dont les parents n'ont rien mis en place. Aujourd'hui, le contrôle parental, excusez-moi, hein, c'est de la peau de toutou. D'ailleurs, la plupart des adolescents savent comment les craquer, les contourner. Les plateformes elles-mêmes ils ont été obligés de mettre en place des espèces de temps d'écran, mais en fait, on peut eux-mêmes les contourner. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de se dire qu'est-ce que les parents doivent faire pour gérer les écrans. Parce que ça, je crois qu'à peu près aujourd'hui, tous les parents d'adolescents sont assez conscientisés sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Voilà, après, c'est la mise en place, hein, c'est toujours pas assez simple. Oui, la question, c'est plutôt quoi? La mise en place, etc. La question, c'est plus qu'aujourd'hui, c'est gérer ce qui se passe dans l'outil lui-même, vous voyez. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est indispensable et impératif, c'est de rediscuter cette notion d'hébergeur de contenu, qui, à mon sens, ne tient plus. Ça tenait au temps des blogs, ça ne tient plus en 2025, où il faut que ces entreprises, enfin, se responsabilisent dans les outils qu'ils proposent. Et alors là, on n'est même pas sur une modération qui serait, on va dire, telle qu'elle serait dans la censure. Là, on est au degré zéro de la modération. Donc, de toute façon, il ne faut même pas qu'on ait peur de la modération. Parce que, alors là, vous inquiétez pas, il n'y a même pas à faire un discours sur qu'est-ce qui se passe sur la censure des contenus. Il n'y en a pas de censure, de toute façon, aujourd'hui. Parce que ces entreprises-là, aujourd'hui, et je les comprends, elles préfèrent provisionner leurs risques, puisqu'aujourd'hui, l'état des lois, que ce soit en Europe d'ailleurs ou aux États-Unis, même si en Europe, nous, on a avancé avec le DSA et DMA, même si la montagne a accouché d'une souris, mais elle a accouché quand même d'une souris. Bon, voilà. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas. La section 230 a encore de belles heures devant elle. Tant qu'on n'aura pas avancé là-dessus, bah, c'est sûr que ces entreprises-là, elles n'avancent pas sur la modération. Et d'ailleurs, elles avaient mis un peu de budget sur les modérateurs de contenu, mais alors ça n'a pas fait grand presse, mais moi, de ce que j'ai compris, l'idée là est de maintenant confier même cette modération-là aux intelligences artificielles. Et ils ont licencié à tour de bras leurs modérateurs, etc. Alors, qu'est-ce qui est le mieux entre eux? Bon, ça je sais pas, hein, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que aujourd'hui, à mon sens, c'est le défi de ces 5 à 10 prochaines années, c'est véritablement de retravailler le statut de ces entreprises-là pour qu'on puisse avoir quand même des biais qui puissent leur permettre de les rendre responsables dans le développement commercial des outils qu'ils proposent, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est un peu des boîtes noires. Voilà, moi, à mon échelle, ça va parce que je suis sur, si vous voulez, des justiciables français avec des états de santé, vous voyez, très stricts, sur, voilà, un outil, etc. Mais je parle pour avoir une espèce de dynamique globalisée. À mon sens, ça n'arrivera que si on travaille cette notion d'hébergeur de contenu qui est aujourd'hui dans nos lois et qui nous bloque. Et un peu comme disait Fritjof tout à l'heure, en faisant cette analogie entre acheter un appareil d'électroménager en disant bah, c'est votre responsabilité, utilisez-le et s'il vous explose à la tête, tant pis pour vous. Est-ce que à l'UFC Que Choisir, vous rejoignez ce type d'analyse d'un engagement, de la responsabilité de ces entreprises, des outils qu'elles mettent sur le marché? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on demande depuis longtemps et je rejoins aussi sur l'analyse. Le contrôle parental, par exemple, c'est comme l'information de consommateur. C'est un truc qui permet aux entreprises de se déresponsabiliser en disant nous on a tout fait, on a informé le consommateur, on a mis à disposition des parents des contrôles parentaux, mais ça c'est complètement inefficace à vraiment protéger les consommateurs. Pardon, je vous interromps, mais vous avez déjà fait un testing des contrôles parentaux à l'UFC Que Choisir, de comparer les différentes solutions et voir quelles étaient les moins
les moins craquables par les C'est une ados? bonne question. Je pense pas qu'on a fait un vrai test comparatif. On les a présentés plutôt pour informer les consommateurs, voilà ce qui existe, mais je pense pas qu'on a fait un vrai test comment on fait pour les produits. On teste très peu les services, c'est plus difficile aussi pour les mêmes raisons que c'est dans le droit actuel. On a une notion de sécurité des produits et pas vraiment des sécurités des services. On est vraiment au début de cette réflexion-là et c'est pas impossible de mettre en place des méthodologies et aussi des obligations évidemment, mais on n'est pas encore là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous semble poussable au niveau du droit d'engager la responsabilité de ces fournisseurs de services? Qu'est-ce qu'il faudrait changer en fait dans la législation? Je pense, comme je l'ai déjà dit, cette notion du préjudice psychologique, c'est important de vraiment en parler et de clarifier que c'est vraiment, ça devient de plus en plus problématique. Vous avez parlé de tous les risques qui posent les services numériques qui n'existaient pas, beaucoup moins avant. Bah, c'était aussi avant, mais ça a vraiment été catapulté avec les services numériques, les algorithmes et maintenant aujourd'hui l'IA. Donc ça c'est un peu la première étape et ça commence déjà un peu à changer, mais je pense que c'est aussi beaucoup plus difficile à faire cette notion de préjudice psychologique. C'est plus difficile à la faire entrer dans une logique plutôt, je dirais, matérialiste, parce qu'un préjudice physique, déjà quand on se blesse, quand on se casse la jambe à cause d'un produit défectueux, déjà c'est déjà un peu plus compliqué. Quand la propriété d'un consommateur est endommagée par un appareil, par exemple, ça c'est facile parce qu'on peut regarder, ok, cet appareil il a fait brûler votre table, donc on va vous remplacer votre table, elle a coûté 400 €, on va vous rembourser. Pour les préjudices physiques du corps, c'est déjà un peu plus compliqué, mais là il y a aussi des moyens, on peut toujours monétariser les coûts de traitement, etc. Mais tant qu'on reste dans une logique de, ok, s'il y a un préjudice, il faut absolument pouvoir le mesurer en argent. Si c'est pas possible, il n'y a pas de préjudice et le consommateur il n'est pas protégé. C'est un peu ça qui, à mon sens, qui bloque un peu cette idée de, il n'y a pas que ça, mais il y a vraiment les préjudices psychologiques qui sont très importants et qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les consommateurs, les gens aussi. Donc il faut trouver un moyen de qualifier ces préjudices, juridiquement aussi. Les qualifier et les quantifier. Voilà, mais pas forcément en argent, mais aussi d'une autre manière. Et basé sur ça, réfléchir comment on responsabilise les entreprises à éviter ces risques-là et en évitant les risques, éviter aussi les préjudices. Merci. Oui, excusez-moi. C'est la dynamique qui a emprunté les États-Unis pour justement contourner la section 230. Tous les contentieux là qui sortent et qui germent contre Meta, d'ailleurs c'est aussi pour ça que Mark Zuckerberg a prêté allégeance au président, parce que là il y a des gros procès qui s'ouvrent cette année contre Meta. Mes confrères américains ont emprunté cette dynamique du produit, de la responsabilité du produit, pour éviter cette notion d'hébergeur, éditeur de contenu, d'être plutôt sur votre outil, votre application, c'est un produit qui aujourd'hui pose problème. Voilà. Oui, c'est intéressant, merci. Jean Massier, je vais vous donner la parole peut-être pour mettre un point de conclusion à cette table ronde. Pardon, mais oui, il est déjà l'heure. Et surtout si certaines personnes veulent peut-être prendre la parole dans la salle, mais on a beaucoup parlé des effets sur la santé mentale, du fonctionnement de ces plateformes. On a évoqué ce matin les effets sur
la démocratie, mais je voulais vous entendre sur l'éducation aux médias, qui est peut-être un peu au point de rencontre entre la préservation de la santé mentale des jeunes et puis la préservation de notre démocratie. C'est comment est-ce qu'on parvient à faire cette éducation aux médias et à l'information tout en préservant la santé mentale des jeunes, et alors que l'écosystème numérique dans lequel on évolue, dans lequel ils et elles évoluent, les jeunes, est en constante évolution. C'est vrai que je vous laisse tout de suite la parole, mais il se trouve que je suis moi-même assez impliquée dans des actions d'éducation aux médias et à l'information, et je constate par exemple cette année, pour la première année, l'utilisation massive chez les collégiens d'outils, d'agents conversationnels type ChatGPT, jusqu'à en faire des coachs de vie, voire des psys, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 1 an ou 2, pour illustrer la constante évolution de ce système. Donc, vous, quelles sont vos recettes, Jean? Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé d'éducation aux médias, alors que normalement à gauche, quand on fait une table ronde, il y a toujours un moment où on dit l'école c'est hyper important. C'était ce moment-là. C'est ce moment. Non, il fallait que ça intervienne, donc je vais le dire, c'est super important l'école. Et blague à part, c'est assez central, et c'est en train de devenir de plus en plus central dans les dispositifs d'éducation nationale et dans la manière dont on pense l'éducation nationale, cette question de l'éducation aux médias. Pendant des années, pendant des décennies, ça a été plutôt un satellite de l'école où on expliquait aux enfants comment fonctionnent les journaux. C'est important d'ailleurs d'apprendre aux enfants à lire un journal. C'est quoi une tribune, c'est quoi une interview, c'est quoi un éditorial, c'est quoi un article, c'est quoi une dépêche, etc. Comment on regarde la télévision, c'est quoi un journal de télévision, comment on écoute la radio. Voilà, ça c'était l'éducation aux médias d'il y a encore 10-15 ans. Et les choses ont considérablement changé avec l'avènement du web 2.0 et des plateformes et des algorithmes, où on a de plus en plus investi l'éducation aux médias d'un rôle d'éducation plus globalement, pas seulement aux médiums, pas seulement aux médias, mais aux médiums. Et on en est arrivé à un moment, et c'est absolument nécessaire, où l'éducation aux médias devient assez structurante de l'éducation à la citoyenneté. Et c'est une très bonne chose. Et je rends hommage à tous les enseignants, notamment au collège et au lycée, qui se battent pour monter des modules d'éducation avec les jeunes, pour leur apprendre à décortiquer ce qui se passe dans l'écran. C'est quoi un réseau social? C'est quoi ces likes? C'est quoi ce scroll infini? C'est quoi ces mécaniques de rétention de l'attention? C'est extrêmement important qu'on apprenne ça à nos adolescents, et je pense même aux adultes. Ce serait pas mal qu'on ait de l'éducation tout au long de la vie à ces nouvelles plateformes, parce que c'est inné pour absolument personne. Donc, c'est très important. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, a annoncé hier qu'elle allait mettre en place des modules d'éducation à l'IA à l'école. Ça fait marrer tout le monde. Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, c'est une très bonne idée. Il faut, oui, à un moment, à l'école, qu'on apprenne aux enfants c'est quoi une intelligence artificielle, comment ça marche, c'est quoi un algorithme, c'est quoi, mais même de manière un peu plus profonde que ça, et je rends hommage aux professeurs de mathématiques au collège qui maintenant de plus en plus apprennent aux enfants comment fonctionne un programme informatique. C'est pas inné non plus. C'est pas magique non plus. Il faut expliquer aux enfants ce que ça veut dire de cliquer sur une icône sur un bureau. Qu'est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça fait faire comme calcul à l'ordinateur, etc. Et ben c'est pareil, une intelligence artificielle, il faut l'apprendre. Ça nécessite évidemment une formation initiale et continue des enseignants, et ils le réclament, ils en ont besoin. Ça nécessite évidemment que nos enseignants aient les moyens de bosser dans de bonnes conditions. J'ai envie de dire c'est quelque chose d'assez global, mais on leur en demande toujours beaucoup plus. On leur demande de sauver la République en leur supprimant des moyens les uns après les autres. Ça devient insupportable. Donc il y a effectivement besoin qu'on continue à développer cette éducation aux médias tout au long de l'école, tout au long de l'école, pour former, encore une fois, c'est ça cet idéal de l'école, qu'en tout cas est celui de la gauche, c'est l'idéal démocratique, l'idéal d'une école qui forme des citoyennes et des citoyens libres, responsables, autonomes intellectuellement, capables de faire des choix pour eux et pour les autres. Cet idéal doit rester le nôtre, pas seulement un idéal d'une école qui fournit des travailleurs aptes à répondre aux besoins du marché. On n'a pas la même manière de penser l'école que la droite, c'est pas grave. On a une manière à nous de la penser, il faut qu'on la défende, et donc il faut continuer à défendre une école qui construise la démocratie. Donc l'éducation aux médias, pour moi, c'est central. L'éducation aux médias doit s'ouvrir de plus en plus et doit continuer à s'ouvrir aux algorithmes, à l'intelligence artificielle, aux plateformes et à tout ce qui s'y passe. Mais c'est un challenge civilisationnel qui est énorme pour les années qui viennent, et il faut vraiment pas qu'on le rate, ce pari-là.
Oui, et peut-être que l'école n'est pas la seule concernée et que cette éducation aux médias et à l'information, elle doit... les différents acteurs doivent s'en emparer. Oui, et elle passe par des mecs comme moi, du coup je comprends la question que tu avais voulu me poser, effectivement. Où Exactement. Mon job depuis 10 ans sur Internet, c'est effectivement, d'un certain point de vue, faire de l'éducation politique, mais ça passe aussi beaucoup par une éducation aux médias. Encore une fois, c'est quoi une interview politique? Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi le rôle de l'intervieweur? C'est quoi le rôle de l'interviewé? C'est quoi toutes ces choses-là, en fait, je les explique à un public relativement jeune, qui, pour certains, ont pas encore les idées très claires sur tout ça. Donc ça nécessite aussi que sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, se trouvent des contenus comme les miens, des contenus que moi je m'inscris dans la grande tradition de la vulgarisation française qu'on trouve sur YouTube, où il y a des passionnés d'histoire, de mathématiques, de sciences qui vous expliquent des trucs sur comment fonctionnent les planètes et tout. Moi je fais pareil mais avec la politique. Et d'éducation populaire finalement. C'est pas ce que j'appelle l'éducation populaire, c'est ce qui s'appelle l'éducation populaire depuis un siècle et demi, et qu'il faut qu'on réinvestisse parce que oui, on sera meilleur quand on continuera à se former les uns les autres. Merci. Oui, il y a pas de problème. Moi, j'en profite pour rendre hommage à tous les professeurs documentalistes auxquels on ne pense pas du tout suffisamment parmi les profs. Oui, maître, oui, allez-y. Oui, j'aime toujours terminer par une note positive, parce que après, vous savez, c'est ce que disait d'ailleurs Adrien Taquet il y a peu de temps, avec qui je participais à une table ronde. Il disait: nous sommes de ceux qui sont invités une fois, mais pas deux. Et c'est vrai que souvent, dans les repas entre amis, j'évite de dire ce que je fais dans la vie, parce que assez vite, la personne va chercher un verre, puis elle ne revient plus, bizarrement, et elle a plus envie de parler des sujets. Donc pour terminer sur une note positive, moi je voudrais dire que, parce que j'ai été méchante tout à l'heure avec le DSA et le DMA, parce que on aime toujours, quand on a envie sur ces sujets-là d'aller plus loin, mais on est toujours un peu insatisfait. Moi je suis convaincue, et monsieur le député, justement, je fais le pont comme vous m'avez invité pour vous le dire. Moi, je pense que la réponse à tout ça viendra de l'Union européenne, parce que je pense que l'Union européenne a compris avant tout le monde qu'il y avait un véritable enjeu sur ces sujets-là, et qu'il n'empêche que, alors que les Américains se cassent les dents pour justement modifier la section 230 depuis X années, eh bien, on a réussi ça. On a réussi le Digital Service Act, qui est quand même déjà un pied dans la porte. Voilà, donc je voudrais terminer sur cette note-là, parce que je pense qu'il y a une vraie impulsion pour essayer enfin de responsabiliser ces entreprises-là, et qu'elles puissent prendre conscience qu'elles ont un rôle à jouer. Merci. Il y a évidemment des questions dans la salle. Merci beaucoup. Alors voilà, moi j'ai 57 ans. Alors je vais vous parler de 4 étapes de ma vie qui m'ont vraiment, par rapport à tout ce qui est numérique, m'ont marqué. Donc moi je fais partie de cette génération qui n'est pas du tout née avec. J'ai eu un premier ordinateur, j'avais 30 ans. Donc on a un devoir, j'estime, vraiment moral vis-à-vis des générations qui sont nées avec, de pointer, nous, ce qu'on perçoit de ce qu'on a perdu, sans dénigrer ce qu'on a aussi gagné avec tous ces outils. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand j'ai eu donc des ados qui m'ont avoué en larmes. Donc ils ont eu un portable à la fin de leur troisième, ce qui était déjà un exploit à l'époque. J'imagine pas aujourd'hui ce que ça doit être comme bataille. Et qui m'ont avoué en larmes qu'ils avaient ouvert un compte Facebook alors qu'ils savaient très bien qu'on était contre. Et là, je me suis sentie spoliée de mon rôle de parentalité. Et je me suis dit comment la société accepte que des multinationales, à l'insu des parents, puissent permettre à des enfants d'avoir accès à ces outils qui sont, dont les parents ne voulaient absolument pas qu'ils soient confrontés si jeunes. La troisième chose, c'est que je suis professeure de musique dans les écoles, et je voulais vous parler, je trouve que cet outil du numérique est malheureusement un outil très clivant des générations. C'est-à-dire que dans l'aspect transmission culturelle, je me suis rendu compte que, en faisant un sondage anonyme, parce que je ne veux pas stigmatiser les élèves les uns par rapport aux autres, de ce qu'ils écoutaient, par exemple, comme musique. Et je me suis rendu compte que plus de 70% des enfants ne sont plus que dans du rap. Et du rap pas à la MC Solar, non, du rap sexiste, violent, et ils ont 8-9 ans.
il y en a peut-être 1 ou 2% qui sont encore dans une transmission culturelle avec leurs parents. Donc dès le primaire. Donc la marge de tuilage de la transmission d'une génération à l'autre, elle est maintenant réduite à quelques années, je dirais 5-6 ans et encore. Donc les écrans ont séparé les générations. Et c'est vraiment... Le dernier aspect, je suis élue sur la ville de Marcoussis, donc une ville périurbaine de 8500 habitants, et on a mis en place un plan égalité femmes-hommes, et donc on travaille les collectivités sur la lutte contre le sexisme et tout ça. Et ce que j'entends de ce que vous avez dit, madame, c'est que les filles seraient plutôt soumises donc à des dictates de normes de séduction, et que si elles n'y répondent pas, elles vont se suicider. Donc, puisque dans les 7 cas que vous présentez, c'est des femmes, des filles. Et les garçons sont soumis à la pornographie prédatrice des femmes. Donc, du coup, toutes ces politiques publiques pour lutter contre le sexisme et tout ça, elles sont mises à plat complètement par ce que vous décrivez là, et à un niveau d'âge où les enfants sont en construction, sont de futurs. Donc moi je trouve que j'ai même du mal à imaginer comment on ne peut pas vraiment pointer ces multinationales qui sont destructrices sur tous ces aspects-là. J'ai du mal, voilà. Parce que ce ne sont que des hébergeurs de contenu. Bonjour. Donc moi j'avais juste une question. C'était, vous parlez beaucoup de psychologie et de l'impact psychologique des écrans, et il me semble qu'il y a un angle mort là-dedans. C'est sur le développement des enfants, pardon. C'est l'impact psychologique du contrôle qu'on exerce sur les enfants au travers de ces écrans. Vous parliez tout à l'heure de contrôle parental. Comment développer l'esprit critique et développer l'esprit démocratique chez les enfants si on leur impose ce contrôle, justement? C'était ma question. Very good question. J'ai envie de dire, qui se lance? Non, mais c'est une très très bonne question, et c'est d'ailleurs tout le paradoxe aussi de l'éducation aux médias financée par les pouvoirs publics et notamment par certaines collectivités locales et qui, quand on les met en œuvre, les personnes qui financent, les élus notamment, ont du mal à comprendre que les enfants exercent un esprit critique sur leur objet d'enquête, par exemple, alors que c'est le sel de l'éducation aux médias. Mais Jean, du coup, c'est pour vous. Non, ouais. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je sais pas très bien par où répondre. C'est-à-dire que on peut pas empêcher les jeunes et les adolescents de s'émanciper de leurs parents et d'avoir leur pratique autonome. On va pas réinventer la poudre et on va pas refaire les paniques morales du péril jeune les unes après les autres. Dans les années 70, les jeunes, ils allaient s'acheter des vinyles de rock'n'roll. Ah, ça rendait dingue leurs parents. Bah oui, c'était comme ça. Alors on peut discuter des âges, ça je suis d'accord, de la précocité, mais c'est pour ça qu'en fait la question que tu poses, c'est la bonne question, parce que j'ai jamais aimé la notion d'écran, les écrans, à part pour un bébé, pour qu'il y ait un écran égale un écran. Pour les autres, en fait, ça dépend, il y a quoi sur l'écran. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le jeune, sur son écran? Il est en train de jouer, il est en train d'écrire des messages, il est en train de lire un texte, il est en train de regarder une vidéo. Et c'est quoi la vidéo qu'il est en train de regarder? C'est de la pornographie ou c'est un truc de vulgarisation? Donc c'est pour ça que moi, les écrans, ça m'a toujours gonflé. Et c'est pour ça que je parle de culture web, c'est pour ça que je parle de contenu et que je trouve que c'est plus important. Donc l'éducation aux médias passe aussi par l'éducation à ce que l'on peut faire avec un écran. Il n'y a pas que le scroll dans la vie. Il n'y a pas que le scroll dans Internet. Il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire dans Internet. On peut participer à des forums, on peut se politiser par des jeux vidéo. On peut faire énormément de choses très différentes les unes des autres. Et ça fait pour moi partie de l'éducation aux médias qu'effectivement avoir un regard aussi différencié sur ce qu'il y a dans les écrans. Parce que si on calque tout en résumant tout à finalement les écrans et qu'on met la télévision et Internet au même niveau, on se retrouve à faire un petit peu comme l'a fait le Premier ministre François Bayrou dans son discours de politique générale, où il a opposé les écrans aux livres. Donc voilà.
Vous vous rendez compte, les jeunes ils ne lisent plus, ils sont sur leurs écrans, c'est la fin, c'est avec un discours décadentiste, très Le Figaro, etc., très chiant. Donc, et c'est vraiment dommage. Et je vous rappelle que les joueurs de jeux vidéo lisent plus de livres que les autres, statistiquement. Je voudrais juste rajouter qu'il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est la notion de temporalité. C'est-à-dire que tout s'accélère. Quand on regarde maintenant les films, tout est de plus en plus court et les informations apparaissent de plus en plus fréquemment et de plus en plus... T'as des phénomènes de résistance à ça. Et Twitch en est un. C'est ce qu'on appelle la slow TV, un truc un peu qui est né en Suède et qui consiste à justement, par réaction à ça, apprécier les contenus extrêmement longs. Et tu vois notamment sur YouTube depuis 4-5 ans une lente allongement des contenus sur les réseaux sociaux, justement par réflexe, par réaction à TikTok, où le contenu il est de 3 secondes. Moi mes contenus ils sont de 4 heures. Bon, tout ça pour dire qu'il y a des manières de faire qui sont différentes. Au niveau cérébral, je pense que ça a un grand impact pour les jeunes. Ça change vraiment la façon de fonctionner. Ça stimule l'immédiateté, le plaisir immédiat. Et, la sérotonine. La dopamine, la sérotonine. Et du coup, ça vraiment transforme le mode de fonctionnement du cerveau de nos enfants. Effectivement, pour confirmer, j'ai fait récemment une émission avec une influenceuse TikTokeuse. Et elle me disait qu'elle était obligée de couper au montage les moments où elle respire pour que les jeunes puissent rester sur ses vidéos. J'étais sciée. Je dis, j'en apprends tous les jours. J'ai l'impression d'être dans un train de l'horreur qui ne s'arrête jamais. C'est ce que je dis souvent. Non, alors ma réponse que je voulais vous poser, c'est très intéressant. Votre question, elle est très intéressante. Et elle fait écho, à mon sens, à ce qu'on se disait au téléphone hier. C'est aujourd'hui réfléchir à la liberté d'expression 2.0. 3.0, en tout cas la liberté d'expression à la sauce digitale. Parce que ce que je voudrais vous dire paradoxalement aujourd'hui, en l'état actuel de la dynamique des outils digitaux, de l'IA, de tout ce qu'on veut, et c'est un avocat qui vous dit ça, qui chérit quand même la liberté d'expression. À mon sens, le contrôle, justement, est peut-être essentiel pour pouvoir faire en sorte que nos enfants, nos adolescents et même les jeunes adultes continuent à avoir du bon contenu aussi, vous voyez ? Parce qu'il y a un moment, du coup, il y a saturation aussi de fake news et de mauvais contenu, et qui noie le bon contenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a quand même à réfléchir à ça. Parce que ce qu'il faut que vous fassiez attention aussi, c'est que c'est beaucoup le discours justement qu'adopte Zuckerberg et consorts, à se draper de la liberté d'expression à tout crin, pour du coup éviter et détricoter tout ce qu'on peut faire de la modération. Donc à mon sens, c'est pas modération égale censure, ou modération égale contrôle, ou contrôle égale... vous voyez, contrôle égal censure ou contrôle égal déficit d'esprit critique. Je crois qu'à l'heure aujourd'hui, en tout cas à la sauce digitale, il faut prendre un peu de recul là-dessus parce que la dynamique est telle que, à mon sens, un peu de modération ne ferait quand même pas de mal à nos jeunes. Merci. Je crois, oui, je vais vous faire passer. Ah, il y a 2 bras levés. On vous donne... voilà. Ça... D'accord, Narmine. Court, a dit la chef. Oui, j'essaie de faire court. Il n'y aura pas vraiment de questions, mais plus un complément. Donc moi, je m'appelle Romain et je suis d'une association, la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Donc la Ligue de l'enseignement, Jean Massier, si on parle de Massé et de l'éducation populaire, on ne décrit plus la Ligue de l'enseignement aujourd'hui. Mais du coup, je travaille aussi avec un réseau un peu plus élevé qui s'appelle le CRAGEP, donc les associations de jeunesse et d'éducation populaire dans les Hauts-de-France, qui fait aujourd'hui une étude d'éducation à la citoyenneté numérique. Et donc on parlait d'études tout à l'heure, Madame Boutron-Marmion, sur la santé mentale, l'intelligence artificielle, l'utilisation du numérique. Aujourd'hui, nous, on arrive avec des éléments là-dessus, qu'on apporte aussi au Conseil national du numérique, et donc il y a des choses qui arrivent. Il y a un rapport de recherche qui est en cours d'être rédigé, où on a exploré vraiment tout cet aspect parentalité, intelligence artificielle, santé mentale, en se posant la question aussi de cette relation à l'intelligence artificielle des jeunes, cette amitié qu'ils peuvent créer, ces relations, toujours avec aussi l'éveil à la vie relationnelle, affective, sexuelle, et du coup de comment est-ce qu'on peut avoir une image de l'intelligence artificielle comme d'un ami ou d'un psychologue. Et en plus de ça, je m'interroge pareil sur toute la construction identitaire du numérique aujourd'hui, toute l'influence que peut avoir le numérique sur
comment est-ce qu'on devient un citoyen, comment est-ce qu'on s'engage, comment est-ce que effectivement on s'intéresse à des sujets qui sont loin de nous, comment est-ce qu'on peut se porter garant de droits LGBT sans être concerné soi-même parce qu'on a suivi sur Internet quelqu'un, etc., etc. Et donc, toutes les questions aussi de l'influence. Voilà. Enfin, je peux aller loin, mais si vous avez suivi, le 21 janvier, il y a eu un procès assez important d'harceleur d'une streameuse qui s'appelle Ultia, et donc il y a eu tout un discours sur le cybersexisme aussi, et sur la responsabilité peut-être des influenceurs vis-à-vis de leur communauté. Voilà. Oui, merci beaucoup d'en parler. On n'a pas du tout purgé le sujet, mais merci d'évoquer évidemment les sphères masculinistes aussi qui impriment leur marque sur Internet. Une dernière question, Marie. Alors je vais faire vite, j'avais 2 questions, je suis désolée. Donc ma première question, c'était pour monsieur de Que Choisir. Je suis étonnée par rapport au RGPD de vos réflexions, parce que depuis le début on parle un peu la question de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on se défend, et il se trouve que la régulation c'est quand même ce qui nous permet de nous défendre, et qu'on a cette chance en fait en tant que citoyen d'avoir ces petits clics à faire, à savoir je ne donne pas mes données, ou alors ces sites qui ont l'air gratuits, en fait, ils ne sont pas gratuits, et on accepte de donner nos données, et c'est très bien documenté sur tout ce qui est économie de l'attention, capitalisme du surveillance, ou alors je paramètre mes préférences, c'est finalement très facile, c'est un acte citoyen, et puis dans tout le détail en fait de ces longs textes, on sait ce qu'il y a dedans maintenant, on sait que c'est du consentement à se faire tracer. Donc je crois qu'on le sait et qu'on a ce bel outil entre les mains. Donc ma question c'est quelle est la critique en fait de cet outil que nous avons la chance d'avoir entre les mains. Voilà, je n'ai pas compris. Ma deuxième question en fait c'est j'ai des amis qui ont des amis de la famille en Chine, des Chinois, qui disent que chez eux TikTok en fait pour les jeunes ça sert en fait à se former, faire du sport, etc., etc. Et que, clairement, pour eux, c'est une arme de propagande pour déprimer notre jeunesse et la mener à se suicider. Et que c'est assez assumé. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de choses comme ça. Oui, vous y allez. Oui, merci. Je pense, c'est vrai qu'il y a certaines plateformes, en tout cas, qui proposent certains paramètres, pas toutes, et des fois ça marche pas très bien. Par exemple, en ce qui concerne le paramétrage des algorithmes, oui, sur certaines plateformes, quand vous voyez une vidéo, vous pouvez cliquer sur un truc, je ne vais pas voir ce type de contenu, mais il semble que ça n'a pas beaucoup d'impact vraiment sur ce que vous allez voir dans la suite, parce que ça reste réglé par un algorithme qui est dominé par un intérêt commercial de la plateforme. Donc la plateforme, elle ne s'intéresse pas vraiment à vos préférences à vous. Ce que l'intéresse, c'est vraiment les préférences de ces partenaires, des marques qui font de la publicité sur la plateforme, parce que c'est ça qui génère les revenus des plateformes. Après, votre argument, c'est un peu l'ancienne logique du droit de la consommation. Il y a une image du consommateur qui est très, à mon avis, assez théorique. C'est l'humain qui est très très rationnel et qui a une fois qu'il a toutes les informations à la main, il peut prendre une décision rationnelle. Déjà dans le monde avant le numérique, c'était pas tout à fait le cas, mais surtout dans le monde numérique, il y a une tonne de recherches comportementales qui le montrent que les gens ils fonctionnent pas comme ça, parce qu'il y a justement des biais cognitifs et grâce aux technologies numériques, les professionnels, les plateformes numériques, ils ont les moyens de vraiment exploiter ces biais cognitifs de manière très très précise, et c'est à cause de ça que déjà
juste laisser le choix au consommateur, c'est difficile parce qu'il y a énormément d'informations à procéder, il y a énormément de choix à faire tous les jours parce qu'il y a tellement de services qu'on utilise. C'est déjà compliqué et en plus, les plateformes, les services font tout pour dissimuler les informations et aussi les options qui peuvent exister. Donc c'est pour ça, pour nous, il faut vraiment un peu mettre à jour cette vision du consommateur et prendre en compte les réalités que on n'est pas, et ça concerne tout le monde, même moi-même qui travaille beaucoup sur les thématiques, ça m'arrive aussi de tomber dans le piège et je me rends compte après, je me dis pourquoi j'ai cliqué là-dessus, je voulais pas. Donc il faut prendre en compte ces réalités, c'est un peu la condition humaine, il faut prendre en compte ça dans le droit et dans la protection des consommateurs aussi, et dans la responsabilisation justement des professionnels. Je vous réponds rapidement sur la version chinoise de TikTok. Effectivement, Douyin, qui est l'équivalent de TikTok en Chine, en tout cas pour la connaissance qu'on a de l'application, nous, l'Occident, Douyin est un couvre-feu, c'est-à-dire que Douyin est en shutdown de 22h à 6h du matin, s'éteint au bout de 40 minutes d'utilisation par jour pour le jeune, et le contenu est effectivement très intellectuel parce que le contenu est régulé. Et c'est là tout ce qui est formidable. Alors oui, on pourra peut-être dire ça si vous voulez, mais je pense qu'en deçà d'un certain âge, c'est un danger de mort. En fait, ils nous disent en Occident qu'ils ne peuvent pas paramétrer leur outil, mais par contre, ils le paramètrent dans leur pays. Bon, voilà. Merci. Après, je pense que je vous invite tous à faire vos propres recherches, mais il me semble que sur l'idée que les contenus particulièrement débilitants sont poussés auprès de nos ados européens ou américains dans la perspective de les rendre débiles, voire qui disparaissent, il me semble que ça a été débunké et que ça n'est pas exactement le reflet de la réalité, mais je vous propose un petit exercice d'éducation média de faire votre recherche par vous-même sur le sujet. Et puis je vais remercier très chaleureusement nos 4 participantes et participants pour cette table ronde qui n'a une table ronde qui n'aura pas du tout épuisé le sujet, je pense, mais merci pour ces pistes de réflexion.